Les tensions entre la Chine et l'Inde sont élevées, avec des inquiétudes autour d'un important projet énergétique chinois. Le pays a récemment approuvé un plan pour construire le plus grand barrage hydroélectrique du monde dans le sud du Tibet. Un site de construction se situe dans une zone sujette aux tremblements de terre. Cette rivière est partagée par 3 pays, la Chine, l'Inde et le Bangladesh. La Chine, qui veut contrôler le barrage dont dépendent 3 pays, peut provoquer des sécheresses et des inondations. L'Inde et la Chine se livrent à une guerre féroce, mais pas sur un champ de bataille. Cette guerre silencieuse est menée pour la ligne de vie de l'humanité, l'eau. La Chine a de vilains plans pour assécher l'une des plus grandes lignées de vie de l'Inde, le fleuve Brahmapoutre. La Chine construit des infrastructures qui pourraient sérieusement réduire le débit de l'un des Brahmapoutres. D'autre part, même l'Inde riposte avec ses propres projets. Mais ces mouvements augmentent le risque de conflits sérieux. Mais comment l'eau provoque-t-elle un conflit entre deux des plus grandes puissances nucléaires ? Un jour, un homme sage a dit que les futures guerres mondiales seraient menées pour l'eau. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Tout a commencé avec la crise de l'eau en Chine parce que la Chine manque d'eau. La Chine abrite 20% de la population mondiale, mais ne dispose que de 6% de l'eau douce mondiale. Des rivières comme le fleuve Jaune se réduisent. Selon les données officielles chinoises, plus de 400 des 660 villes en Chine font déjà face à des pénuries d'eau. Et depuis les années 50, la moitié des rivières de Chine ont disparu. Ce qui aggrave les choses, c'est l'énorme déséquilibre de l'eau entre le nord et le sud. Environ 80% de l'eau de la Chine se trouve dans le sud, mais le nord, qui est rempli de personnes et d'usines, est sec. Dans la région nord de Pékin, Tianjin, Hebei, qui abrite environ 130 millions de personnes, la disponibilité en eau est choquamment faible, moins de 184 mètres cubes par personne. En fait, dans la province du Hebei, c'est juste en dessous de 100 mètres cubes. Pour mettre cela en perspective, un niveau inférieur à 500 est considéré comme une pénurie absolue. Dans tout le pays, près de 60% des villes de Chine sont confrontées à des pénuries d'eau pendant certaines saisons, et plus de 100 villes sont constamment confrontées à une pénurie d'eau. Cela signifie que des millions de personnes dans le nord de la Chine n'ont pas un accès fiable à l'eau, ce qui affecte directement l'agriculture, les industries et la vie quotidienne. De plus, le changement climatique réduit les glaciers, et la pollution a empiré la situation. La croissance industrielle rapide a pollué de nombreuses rivières, lacs et sources d'eau souterraines en Chine. Dans les années 2000, environ 70% des rivières et des lacs étaient pollués. En fait, plus de 70% de la population chinoise vit dans des zones en manque d'eau, principalement dans le nord et le nord-est. Le gouvernement a admis que 11 des 31 provinces sont déjà en dessous du seuil de pénurie d'eau de la Banque mondiale. C'est 1500 mètres cubes par personne. Si la situation ne s'améliore pas, les pénuries d'eau pourraient ralentir l'économie chinoise de jusqu'à 6-7% de son produit intérieur brut d'ici 2050, en particulier en affectant les fermes et les industries. YouTube n'aime pas les vidéos controversées, et les guerres sont des sujets controversés. En cliquant sur j'aime et s'abonner en bas, vous nous aiderez énormément à couvrir l'actualité. Pour faire face aux défis de l'eau, la Chine crée de nouvelles tensions avec l'Inde, et c'est là que le fleuve Brahmapoutre entre en jeu. Les deux pays partagent plusieurs grands fleuves qui prennent leur source sur le plateau tibétain, et s'écoulent en Inde et plus loin dans des pays comme le Bangladesh et le Pakistan. L'un des plus importants parmi ceux-ci est le fleuve Brahmapoutre, connu sous le nom de Yarlung Tsangpo, au Tibet. Il prend sa source dans le sud-ouest du Tibet, traverse l'Himalaya pour entrer en Arunachal Pradesh, traverse l'Assam, et finit par entrer au Bangladesh. Le Brahmapoutre est devenu un point de tension majeur à la fin de 2020, lorsque la Chine a annoncé un gigantesque projet de barrage hydroélectrique dans le comté de Meidong, au Tibet, près de la frontière indienne. Ce barrage, qui fait partie du 14e plan quinquennal de la Chine, devrait être le plus grand du monde, encore plus grand que le barrage des Trois Gorges. La Chine affirme qu'il générera jusqu'à 60 gigawatts d'énergie propre et soutiendra l'objectif du pays de devenir neutre en carbone d'ici 2060. Mais ces raisons ne sont qu'un masque. Cependant, la Chine a un motif plus sinistre derrière le barrage, ce qui inquiète grandement l'Inde. Certaines des raisons évidentes sont les risques environnementaux, et comment ce barrage pourrait changer le flux d'eau, affecter les niveaux de sédiments et perturber l'écosystème en aval. Cependant, d'un point de vue stratégique, contrôler la rivière donne un avantage à la Chine sur l'Inde. Les experts avertissèrent que la Chine pourrait réduire le débit de la rivière pendant les saisons sèches en stockant de l'eau, ou la libérer soudainement pendant des périodes sensibles provoquant des inondations. Cela pourrait agir comme une arme d'eau. Le contrôle en amont de la Chine signifie qu'elle peut déclencher des inondations ou couper l'eau à l'Inde, à tout moment de son choix. L'Inde n'a pas pris cela à la légère. En janvier,
2025, le ministère des Affaires étrangères de l'Inde a exprimé ses inquiétudes à la Chine et s'est engagé à défendre ses intérêts. Comme il n'y a pas de traité de partage des eaux entre ces deux pays, l'Inde craint de ne pas être informée des futurs projets chinois. Un exemple clair a été lors de l'impasse de Doklam en 2017 lorsque la Chine a soudainement cessé de fournir à l'Inde des données hydrologiques sur le Brahmapoutre. La même année, l'Assam a subi de graves inondations. Beaucoup en Inde ont vu cela comme une tactique de pression. Preuve que la Chine est prête à politiser l'eau pendant les tensions. Tous pensaient que l'Inde n'avait pas de réponse. Mais en coulisses, elle bâtissait secrètement ses défenses contre l'arme aquatique chinoise. En 2021, l'Inde a annoncé le projet multifonctionnel du bassin supérieur de Siang, en Arunachal Pradesh. Un vaste plan de barrage pour contrer les actions de la Chine. Ce projet, qui devrait produire 11 000 MW d'énergie, permettrait de stocker jusqu'à 9 milliards de mètres cubes d'eau. Les responsables indiens estiment que ce barrage peut réguler le débit d'eau, en la retenant lorsque la Chine réduit l'approvisionnement et en la libérant durant les sécheresses. Il agirait aussi comme un tampon si la Chine libérait soudainement une grande quantité d'eau, envoyant un message stratégique clair. L'Inde ne laissera pas la Chine contrôler la rivière sans résistance. Cependant, les experts avertissent que la construction de 2 méga-barrages dans la région fragile et sismique de l'Himalaya pourrait mettre en danger des millions de personnes vivant en aval. L'Arunachal Pradesh, l'Assam et le Bangladesh pourraient être confrontés à des risques majeurs d'inondations causés par les barrages ou leur défaillance. La Chine, ayant le contrôle sur les 1625 premiers kilomètres ou 1010 miles de la longueur du Brahmapoutre au Tibet, détient un avantage géographique. Mais il y a un débat en cours sur la quantité d'eau qui provient réellement du côté chinois. Les estimations indiennes disent que 60 à 70% de l'eau du Brahmapoutre est générée en Inde même, tandis que le reste provient seulement du Tibet. La Commission centrale de l'eau a découvert qu'environ 40% de l'eau de la rivière provient du Tibet. D'autre part, la Chine affirme que seulement environ 14% proviennent de son côté, un chiffre contesté par de nombreux experts. Ce qui est clair, c'est que si la majeure partie du flux de mousson provient des affluents indiens et bhoutanais, la portion tibétaine fournit de l'eau cruciale pendant les saisons sèches d'hiver et de printemps. Elle transporte aussi d'importants sédiments montagneux, vitaux pour l'agriculture en aval. Donc, même si la Chine ne peut pas complètement arrêter le fleuve, ce qu'elle fait en amont compte beaucoup. La Chine a rapidement construit des barrages sur le cours supérieur du Brahmapoutre. Alors que Pékin affirme que ses projets s'inscrivent dans une initiative nationale pour les énergies renouvelables, l'Inde y voit une grave menace pour sa sécurité. Le premier grand projet est le barrage de Jangmu, achevé en 2015. Ce barrage en béton de type poids mesure 116 mètres de haut et a une capacité de stockage active relativement petite, d'environ 86,6 millions de mètres cubes. Malgré sa taille, il produit environ 2,5 milliards de kilowatts d'électricité par an grâce à 6 turbines. Ce qui rend Jangmu unique, c'est son emplacement en haute altitude. À près de 3300 mètres dans l'Himalaya, c'est l'une des plus hautes centrales hydroélectriques du monde. Jangmu a marqué le début de la stratégie chinoise de barrage en cascade sur le Brahmapoutre, un événement majeur. Des experts indiens ont noté que ce barrage pourrait réguler les flux d'eau saisonniers, ou être agrandi ultérieurement pour stocker plus d'eau. Le barrage de Jiaxia, achevé en 2020, est le deuxième grand barrage de la Chine sur le Brahmapoutre. Jiaxia et Jangmu alimentent le réseau électrique du Tibet et aident à réduire les pénuries d'électricité à Lhasa et ses environs. Les deux barrages sont relativement proches l'un de l'autre, ce qui permet de les exploiter ensemble et potentiellement de contrôler les débits de la rivière plus efficacement. Malgré les affirmations des médias chinois que ces projets visent uniquement la production d'énergie et le contrôle des inondations, l'Inde reste sceptique quant à leur potentiel à double usage. Il y a ensuite les barrages de Dagu et Xiexu qui ont été annoncés en 2013 en même temps que Jiaxia. Si tous deux sont achevés, ils formeraient une chaîne de 4 grands barrages, Jangmu, Jiaxia, Dagu et Xiexu, sur le segment tibétain du Brahmapoutre. Chaque barrage peut sembler modéré, mais ensemble, ils pourraient donner à la Chine un contrôle important sur le débit du fleuve. Les experts indiens craignent que la Chine puisse utiliser ce réseau pour retenir l'eau pendant les saisons sèches, ou libérer de grands volumes d'un coup, pouvant potentiellement provoquer des inondations. Mais l'annonce la plus alarmante est survenue en 2024, un projet si colossal que personne n'aurait pu l'imaginer. C'était le projet proposé du méga-barrage de Medog, près du grand virage du Brahmapoutre, juste avant qu'il n'entre en Inde. En décembre 2024, la Chine a officiellement approuvé ce projet, qui devrait devenir le plus grand barrage hydroélectrique du monde, encore plus grand que le célèbre barrage des Trois Gorges. La capacité installée prévue est énorme, 60 000 MW, ou 60 gigawatts, près de 3 fois celle des Trois Gorges. Ce site profite d'une chute de 2000 mètres d'altitude,
permettant au barrage de potentiellement générer jusqu'à 300 milliards de kilowattheures d'électricité par an. Le projet est situé dans le comté de Mentong, près de la frontière de l'Arunachal Pradesh. Bien que la Chine n'ait pas publié de spécifications techniques détaillées, comme la hauteur du barrage ou la taille du réservoir, les responsables l'ont qualifié de projet de sécurité nationale et de fleuron du 14e plan quinquennal. Pour l'Inde, ce barrage est une préoccupation sérieuse. Il pourrait permettre à la Chine de contrôler le débit d'eau du Brahmapoutre entrant en Inde. Même le processus de remplissage d'un tel réservoir massif pourrait temporairement réduire le débit d'eau en aval. L'Inde a exprimé des inquiétudes et demandé à la Chine de veiller à ce que les intérêts des pays en aval ne soient pas lésés. Les activités en amont de la Chine ont déjà causé des inondations soudaines en Inde. Un tel cas s'est produit en juin 2000, lorsqu'un glissement de terrain au Tibet a créé un barrage naturel. Lorsqu'il a éclaté, une vague d'eau géante a submergé l'Arunachal Pradesh, faisant au moins 30 morts et ravageant des villages. L'Inde n'a reçu aucun avertissement préalable. Un incident similaire s'est produit en 2018, malgré l'origine naturelle de ces événements. Le manque d'informations rapides de la Chine a empiré les dommages. Les responsables indiens craignent que si la Chine décide un jour de libérer soudainement de l'eau, surtout en cas de conflit, l'impact pourrait être désastreux. En plus de l'hydroélectricité, la Chine a également évoqué l'idée de détourner l'eau du Brahmapoutre vers ses régions nordiques plus sèches. Des plans comme la Grande Route de l'Ouest, dans le cadre du projet de transfert d'eau du sud au nord, ont suggéré de déplacer l'eau sur des centaines de kilomètres jusqu'au fleuve Jaune. Commencé en 2002, ce projet visait à déplacer l'eau de la région sud plus humide vers la région nord plus sèche. Il teste des techniques qui pourraient être utilisées pour construire les tunnels de 1000 km pour acheminer l'eau du Tibet vers le Xinjiang. Mais ce n'est pas seulement le Brahmapoutre qui inquiète l'Inde. Le bassin de l'Indus commence également au Tibet, et la Chine détient le contrôle de certaines sources du Sutlej dans l'Indus. En 2004, un glissement de terrain a bloqué la rivière Parachute et a formé un lac en arrêtant l'écoulement de l'eau au Tibet, et a menacé des crues éclairs en Himachal Pradesh. Bien que la situation ait été gérée, elle a montré une fois de plus à quel point l'Inde dépend de la coopération de la Chine. L'Inde surveille également de près l'activité chinoise sur les rivières, qui se jettent au Népal ou directement en Inde, comme le Karnali et le Subansiri. Ces rivières pourraient devenir un problème si la Chine décide d'utiliser l'eau comme outil dans sa politique de puissance régionale. Une autre préoccupation majeure est le flux de sédiments. Le Brahmapoutre transporte l'une des plus grandes quantités de sédiments au monde. Ce limon est crucial pour maintenir la fertilité des plaines de l'Assam et du Bangladesh. Quand les barrages piègent ces sédiments dans les réservoirs, moins parviennent aux terres agricoles. Selon les scientifiques, cela pourrait dégrader la qualité du sol, réduire les rendements agricoles et modifier le comportement des rivières, avec des canaux plus profonds, aggravant l'érosion. L'eau claire libérée des barrages a plus d'énergie pour éroder les rives des rivières. Avec le temps, cela pourrait nuire aux écosystèmes et diminuer les populations de poissons. Le Brahmapoutre abrite de nombreuses espèces de poissons, et le barrage peut bloquer leur voie de reproduction. Cela nuit à la biodiversité et affecte les millions de personnes dépendant de la pêche pour se nourrir et gagner leur vie. La rivière soutient environ 6 millions d'hectares de terres agricoles dans le nord-est de l'Inde, où l'on cultive riz, thé, jute et légumineuses. Tout changement du débit de l'eau, comme une diminution pendant les mois secs ou des inondations soudaines, peut perturber les cycles de plantation et de récolte. Les agriculteurs peuvent devoir dépenser davantage pour l'irrigation ou subir des pertes si les récoltes sont détruites. Les pays souffrent aussi quand les cycles de reproduction sont perturbés, ce qui impacte plus que les finances des communautés locales. Le Brahmapoutre, aussi appelé Siang ou Dihang en Arunachal, revêt une grande importance culturelle. Des tribus comme les Adis et les Assamais considèrent le fleuve comme sacré. La Chine, étant en aval, s'inquiète principalement de l'impact des pays en amont sur son approvisionnement en eau, ce qui constitue sa plus grande préoccupation en matière de sécurité hydrique. Mais en ce qui concerne le fleuve Brahmapoutre, la situation s'inverse. Bien que la Chine soit en amont, elle s'inquiète toujours du contrôle de l'Inde. La Chine revendique l'Arunachal Pradesh, principalement pour des raisons territoriales, au-delà des considérations historiques et culturelles. C'est aussi profondément lié à la sécurisation du contrôle sur la partie médiane du Brahmapoutre. L'Arunachal Pradesh, l'État indien du Nord-Est qui se trouve au cœur du conflit frontalier entre l'Inde et la Chine, joue un rôle clé à cet égard. La Chine l'appelle le Tibet du Sud et le revendique comme sien, même s'il est sous administration indienne depuis des décennies. Alors que la Chine cite souvent des liens historiques et culturels comme l'héritage tibétain et le monastère de Tawang pour justifier ses revendications, il y a une raison stratégique beaucoup plus importante, l'eau.
L'Arunachal Pradesh se situe juste là où le Brahmapoutre sort du Tibet et s'écoule en Inde. Cette région comprend d'importants affluents et des zones de bassins versants vital dans l'Himalaya oriental. Contrôler l'Arunachal signifie que la Chine pourrait également contrôler d'importantes sources d'eau qui se trouvent actuellement à l'intérieur des frontières de l'Inde. Le Brahmapoutre coule sur environ 1100 km ou 684 miles à travers l'Arunachal et l'Assam. Près d'un tiers de la superficie totale du bassin de la rivière se trouve en Inde. Il est important de noter que la majorité du volume de la rivière, surtout pendant la mousson, provient des pluies qui tombent en Arunachal et en Assam. Selon une étude, seulement environ 20% de l'eau du Brahmapoutre, au point où elle atteint le Bangladesh, provient de Chine. La majorité du débit de la rivière provient donc des vallées d'Arunachal. Si la Chine contrôlait un jour l'Arunachal, elle aurait le pouvoir de réguler, ou même de détourner beaucoup plus d'eau du Brahmapoutre, bien que cela nécessiterait une infrastructure massive. Tant que l'Arunachal reste sous le contrôle indien, l'Inde conserve l'avantage de contrôler comment la rivière sort de l'Himalaya et entre dans les plaines. La Chine comprend clairement la valeur stratégique de cela, surtout que la sécurité de l'eau devient de plus en plus importante pour les deux pays. Au-delà du Brahmapoutre lui-même, l'Arunachal est rempli d'autres grands affluents, comme le Siang, le Subansiri, le Lohit et le Kameng. Beaucoup de ces rivières commencent juste au nord de la frontière au Tibet et coulent vers le sud à travers l'Arunachal jusqu'au Brahmapoutre. Cette région a un énorme potentiel hydroélectrique, environ 50 000 MW, le plus élevé de tous les États indiens. Jusqu'à présent, seuls environ 1100 MW ont été exploités, mais plusieurs grands projets sont déjà prévus ou en cours. Un exemple est le barrage de Lower Subansiri de 2000 MW. Si la Chine parvenait à prendre le contrôle de l'Arunachal, elle pourrait exploiter ses ressources énergétiques pour ses propres besoins et couper l'accès de l'Inde. Pour la Chine, avoir le contrôle de ses rivières en amont serait un gain stratégique majeur, lui donnant un levier sur des millions de personnes en aval, en Inde et au Bangladesh. C'est pourquoi certaines voix chinoises évoquent les ressources en eau, lorsqu'elles discutent de l'importance du Tibet du Sud. L'enjeu ne se limite pas au territoire, il s'agit aussi de contrôler l'ensemble du bassin du Brahmapoutre. Mais la poussée de la Chine pour l'Arunachal Pradesh cache un autre motif clé. L'État, qui est à peu près de la taille de l'Autriche, agit comme une barrière montagneuse naturelle entre le Tibet et la vallée densément peuplée du Brahmapoutre en Inde. Si la Chine contrôlait cette région, elle déplacerait la frontière plus au sud dans les plaines, donnant aux forces chinoises un avantage géographique majeur. Certains stratèges chinois pensent que ce serait une frontière plus sûre et défendable le long des contreforts, au lieu d'être actuellement en haut des terrains montagneux. La région de Tawang est particulièrement importante pour la Chine. Culturellement, cela compte à cause du monastère de Tawang, qui est important dans le bouddhisme tibétain. Géographiquement, il se situe près du Bhoutan et du corridor étroit de Siliguri en Inde, seul lien terrestre entre l'Inde continentale et le nord-est. Bien que la Chine parle officiellement de liens historiques et ethniques pour justifier sa revendication sur l'Arunachal, de nombreux experts pensent que les ressources en eau et la situation stratégique sont les véritables moteurs. La Chine maintient une pression sur l'Inde dans le nord-est en revendiquant l'Arunachal, compliquant les projets indiens de développement de barrages et d'infrastructures dans la région. Après les affrontements au Ladakh en 2020, la Chine a même commencé à renommer les rivières et les montagnes en Arunachal en mandarin, signalant son intention de revendiquer ces zones comme faisant partie de la Chine. Ce mouvement semblait coïncider avec l'accent croissant de la Chine sur les projets dans le bassin du Brahmapoutre, comme pour dire que ces rivières appartiennent historiquement à la Chine, même si elles se trouvent actuellement de l'autre côté de la frontière. Depuis 2017, la Chine a également lancé un programme majeur pour construire ce qu'elle appelle Xiaokang, où des villages modérément prospèrent le long de sa frontière avec l'Inde, entre 2018 et 2022. La Chine aurait construit 624 nouveaux villages au Tibet, dont beaucoup juste le long de la frontière et face à l'Arunachal. Malgré leur présentation comme établissement civil, beaucoup intègrent des infrastructures militaires ou à double usage. Cela s'inscrit dans la stratégie chinoise de renforcement de son emprise sur les zones disputées sans conflit ouvert. Par exemple, dans le village de Yarao, situé à environ 26 km de la ligne de contrôle actuelle, la Chine a ajouté 65 nouveaux bâtiments et 2 héliports en quelques mois, en 2022, en plus de 30 structures existantes. Fin 2023, dans des zones comme le Nakdolbol, à seulement 3,5 km du secteur de Tawang en Arunachal, des dizaines de nouveaux bâtiments sont apparus là où il n'y en avait qu'un, en 2017, similaire au cas de 2 autres villages.
Ces développements sont en accord avec la loi chinoise de 2021 sur les frontières terrestres, qui encourage la construction d'infrastructures civiles dans les zones frontalières et l'installation de personnes qui sont censées défendre ces zones dans le cadre d'une force de défense de masse. Cette stratégie astucieuse est connue sous le nom de fusion militaire civile, visant à installer des civils dans des zones reculées, sous la protection de son armée. Ce geste peut paraître anodin, mais la Chine en comprend parfaitement la signification. En créant une telle infrastructure, la Chine crée une présence chinoise permanente dans les zones contestées, aidant à faire valoir ses revendications simplement en étant là. Parallèlement à cela, la Chine est devenue plus agressive avec ses patrouilles frontalières près d'Arunachal. Les responsables indiens signalent de fréquentes transgressions par l'armée populaire de libération qui se produisent en raison des différentes perceptions des deux pays quant à l'emplacement réel de la frontière. En décembre 2022 par exemple, environ 300 soldats chinois portant des matraques cloutées se sont affrontés avec des soldats indiens dans la région du Yangtze à Tawang. Le combat, qui a eu lieu à 15 000 pieds, a laissé des dizaines de blessés des deux côtés, ce qui en fait l'affrontement le plus grave dans le secteur et date depuis la guerre de 1962. De tels affrontements ont lieu régulièrement, en 2016, 2021 et à nouveau en 2022 alors que la Chine teste les limites de patrouille de l'Inde. Ces actions font partie de ce que l'on appelle la stratégie du salami, où de petits mouvements répétés changent lentement la situation sur le terrain en faveur de la Chine. Il semble même que la Chine se prépare à une guerre, mais pourquoi dis-je cela ? Parce qu'une base de missiles solaires a été construite sur une crête voisine, permettant à la Chine de surveiller et, potentiellement, de contrôler l'espace aérien profondément dans le territoire indien. En juin 2021, la Chine a également lancé la ligne de train à grande vitesse Lhasa-Nyangchi, rapprochant l'accès rapide en train de la frontière de l'Arunachal. Une station terminale de l'autre côté de la rivière Brahmaputra est directement reliée à l'aéroport de Nyangchi par la route. De plus, la Chine a achevé la construction d'un nouveau système d'autoroutes et de tunnels entre Nyangchi et Medong, de l'autre côté de la frontière de l'Arunachal en 2021, réduisant le temps de voyage de 8 heures et la distance de 215 à 112 miles. Mon chien, autrefois très isolé, est maintenant accessible toute l'année depuis les centres logistiques de l'Armée populaire de libération. De plus, le commandement du théâtre occidental de la Chine a réorganisé ses forces pour la guerre en montagne. Au Tibet, il a déployé des brigades légères, comme la 52e et la 53e équipées d'unités aéroportées et d'artillerie de montagne. Il a également stationné au Tibet du matériel militaire moderne, dont des hélicoptères Z-20, des systèmes d'artillerie PCL-181 et des systèmes de défense aérienne HQ-107. Mais que fait l'Inde pour contrer la Chine ? L'Inde, consciente de cela, a renforcé sa propre puissance militaire dans la région. Le commandement de l'Est, basé à Chittagong, dirige les opérations militaires dans la région. Pour renforcer les capacités offensives, l'Inde a créé une nouvelle formation, le 17th Mountain Strike Corps. Malgré un retard dû au financement, ce corps est maintenant partiellement actif, avec 2 divisions de montagne prêtes à intervenir si besoin. La force aérienne a aussi déployé des actifs en avant. En dehors de tests purs, les Su-30 MKI équipés de missiles BrahMos opèrent maintenant dans la région. Depuis 2022, les avions de chasse Rafale effectuent des missions dans le secteur oriental depuis leur base à Hazimara, au Bengale occidental. En conséquence, les deux pays ont maintenant environ 50 000 à 60 000 troupes chacun, stationnées le long du secteur oriental de la ligne de contrôle réelle. Ces troupes sont soutenues par des chars légers, des véhicules de combat d'infanterie et de l'artillerie déployés dans des vallées clés. La Chine a augmenté ses activités et fait des revendications plus fortes tenant sur l'Arunachal Pradesh. Mais l'Inde a réagi rapidement avec une stratégie intelligente et multicouche pour garantir que la région reste sûre et sécurisée. L'Inde a pris plusieurs mesures importantes. Un mouvement majeur a été de renforcer sa présence militaire dans le secteur oriental qui couvre l'Arunachal. Au cours des dernières années, l'Inde a déployé plus de troupes, établi de nouvelles bases militaires et introduit des équipements avancés pour être prête à toute situation. En plus des efforts militaires, l'Inde se concentre aussi sur le développement des infrastructures dans la région, dans le but de concurrencer la Chine. Des infrastructures telles que routes, ponts, tunnels et pistes d'atterrissage sont développées à un rythme soutenu, afin d'améliorer la connectivité et faciliter les déplacements le long des frontières. Cela soutient à la fois l'armée et les communautés locales, tout en stimulant l'économie régionale. Sur le front diplomatique, l'Inde continue d'engager la Chine par des pourparlers officiels, tout en renforçant ses liens avec d'autres partenaires mondiaux pour garantir un soutien plus large. La planification des urgences et la collaboration sur les opérations conjointes font aussi partie de la stratégie à long terme de l'Inde pour être prête à tout défi. En bref, l'Inde adopte une position forte, militairement, économiquement et diplomatiquement, pour sécuriser l'Arunachal Pradesh et renforcer son statut de partie intégrante du pays.
Mais où cette lutte mènera, seul le temps le dira. Merci d'avoir regardé.